Salam la famille, Ballon Jorof Orange, compromis lors du preview de la finale Boston-Dallas. Nous voici ce soir avec Didier pour essayer de faire le débrief du Game 1 entre Dallas et Boston. Donc match relativement facilement gagné par Boston 107-89. Bon, je vais passer le salam à mon poteau, à mon grand Didier. Alors Didier, tu t'es bien reposé, voilà? Oui, je me suis bien reposé. Ce fut un très très bon game, très palpitant. Bon, on a failli frôler le blowout. Bon, après, Dallas s'est un peu ressaisi. Mais tout compte fait, ce fut quand même un très bon premier game. Bon, avec une relative surprise parce qu'on ne pensait pas que Boston dominerait le game de cette façon. Mais bon, on entrera plus en détail dans ce débrief. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le Game 1 là? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que Porzingis ait commencé le match au niveau du bench là. Parce que toute la saison régulière, il a été starter. Il a été dans le starting five. C'est Al Horford qui venait du bench. Et là, subitement, moi, avant le game, quand je suis allé sur Internet et tout, et que j'ai vu Joe Mazzulla dire que le Letton va partir du banc, ça m'a un peu étonné. Que penses-tu de ce choix du coach? Après coup, on ne peut que donner du crédit au choix de Mazzulla. Parce qu'il y a eu un show, il y a carrément eu un show pour Porzingis, quoi qu'on dise. Il faut être honnête. Il faut être honnête, ce match, sur l'entrée en matière, c'est Porzingis qui fait carrément la différence. Et pour revenir sur sa carrière, il paraît que j'ai lu quelque part que Porzingis, de toute sa carrière, c'est la deuxième fois qu'il sort du banc. Il a joué plus de 400 matchs, il n'a jamais été... Il est une seule fois sorti du banc jusqu'à hier, lors de ses finales. Il a toujours été titulaire. Partout où il a joué, il a toujours été titulaire. De toute sa carrière, il n'est sorti du banc que 2 fois. Bon, ça et c'est bon de le dire, c'est une information qu'on peut donner à nos followers. Il y a eu carrément, comme tu l'as dit, il y a carrément eu un show pour Porzingis. Il a été saignant dès le début du match. Complètement incontrôlable, et ça a donné vraiment du fil à retordre à Dallas. Donc c'est lui qui fait la différence tout au début, et c'est lui qui permet à Boston de prendre ses marques et d'imprimer son tempo sur le début du game. Ouais. Donc je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que quoi qu'on dise, le match était un peu serré. Hein? Le match était un peu serré. Porzingis est rentré. Et comme tu l'as dit, il a fait son show. Hein. Ce fut un showtime à la, showtime qui vient de la Lettonie là. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces mismatchs, il les a exploités. Il a tout le temps sanctionné les mismatchs. Tout le temps. Jason Kidd, il a mis Josh Green sur lui. Il a regardé, ouais, toi tu te fous de ma gueule, tu prends un arrière filmé sur moi. Bim, il prend son petit face-up, mid-range jump shot, il met dedans. Il a un 3 points, il met dedans. Et en plus, à un moment donné, dans le premier quart-temps, si je me rappelle bien, Jason Kidd a demandé à Lively de mettre un peu plus d'intensité sur lui. Je pense qu'il était sur l'aile gauche ou droite. Mais j'ai vu un move de Porzingis que j'ai jamais vu de sa part. Il a fait une petite feinte, il a drivé main gauche, il a attaqué le basket pour finir par un dunk. Et ça m'a vraiment étonné. Et moi, je pensais pas que Porzingis allait être à 100% dans ce match physiquement. Pourtant, on l'a vu être à 100% physiquement, mais je pense que aussi mentalement et psychologiquement aussi, je pense qu'il était au moins à 200-300%. Vu un peu le passif qu'il a eu avec Dallas là, et d'aucuns disent que lui et Doncic, ça s'est pas trop bien passé à Dallas. Je pense que c'était un peu un match qui était un peu revanchard de sa part. C'est ça. Sûrement, on a carrément eu un Porzingis revanchard. Et comme tu l'as dit, il a été très très adroit. C'est-à-dire que sur ses possessions, je pense,
à mi-distance. Je pense sur ses premières possessions, il ne rate aucun shoot. Non, il rate 5-6 premières possessions, il ne rate aucun shoot. Et ça te donne une très très bonne entrée en matière et ça met en confiance tout le reste de l'équipe. Après, on a continué à lui donner des dish. Le système était fait pour que lui, il ait la balle et puis qu'il sanctionne. Et il a été carrément saignant, quoi. Bon, comme je l'ai dit en introduction, bon, ce fut un long fleuve tranquille pour Boston, hein, une petite balade là, du dimanche midi, le long de la corniche, à renifler l'air de Dakar tout frais là, parce que Boston n'a pas vraiment galéré. Donc, comment tu analyses au fait cette première victoire relativement facile de Boston? Le premier fait du match, c'est surtout l'adresse. C'est-à-dire Dallas n'a pas été adroit. Après, on peut aussi dire que cette adresse est liée à une forte pression défensive qu'a exercé Boston dès le début du match. Dès le début du match, Boston n'a pas laissé Doncic exister, mener le jeu, organiser comme il le faisait. Et même quand Doncic a pu faire quelques passes, les ailiers n'ont pas été adroits. Et donc, cela a aussi facilité la tâche à Boston. L'autre fait remarquable aussi qu'il faut noter, c'est que sur les tirs de Dallas, Boston ne les a pas laissés prendre de rebonds offensifs. Dallas n'a pratiquement pas eu de rebond offensif. Et même si on regarde les stats sur tout le match, Dallas a pu bénéficier de peu de rebonds offensifs, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de seconde chance. Donc cela a permis à Boston de très tôt museler Dallas. Et l'autre fait que je pourrais signaler aussi, c'est que d'habitude, la raquette de Dallas était impénétrable à cause de Gafford, Lively et même des fois P.J. Washington ou Derek Jones Jr. Là, on a vu sur le premier quart-temps, il y a eu 3 ou 4 pénétrations où les arrières, surtout Brown et même White, des fois, finir au cercle. Et ça aussi, c'est un fait à noter. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu de seconde chance pointe en attaque, en prenant des rebonds offensifs. Mais sur la défense aussi, même si Boston n'a pas été très très adroit, hormis Porzingis, Boston a quand même pu driver et arriver au cercle à plusieurs reprises. Et ce qui fait que sur un premier game des finales, tu encaisses presque 40 points. 37 points. 37 points dans le premier quart-temps. Sur 12 minutes, sur un game des finales, ça fait quand même beaucoup. Donc, vraiment, Boston est très, très, très bien entré dans le match, a imprimé son tempo et Dallas a été un peu éteint. Après, c'est vrai que Dallas, après la mi-temps, au troisième quart-temps, il y a eu un petit retour de Dallas. Ils sont revenus à moins 8, moins 7, parce que je pense. Moins 8, oui. Et donc, mais sauf qu'après, l'adresse aussi, ils ont manqué d'adresse. Ils ont eu au moment d'errement, ils prennent après un 12 ou bien un 25, je sais pas. Non, un 14-0. Voilà, donc et là, presque le match, ça n'était terminé, quoi, parce que avec la débauche d'énergie et tout, on sentait que Dallas ne pouvait pas le faire. Donc, je suis d'accord avec le fait que je l'avais même remarqué, on en a parlé dans les discussions du soir là. Enfin, quand on échange, parce que quand on regarde les matchs, lui et moi, on échange. Mais c'est Mazzulla, il a fait un taf incroyable pour sortir les intérieurs de Dallas hors de la raquette pour permettre à Brown, Tatum et White, comme tu l'as dit, d'attaquer le basket. Donc du coup, je vais essayer de faire un bref résumé du match. Donc le match, c'était un peu tie game. Porzingis est rentré, ils ont fait un run et il y a eu plus 17 au premier quart-temps. Deuxième quart-temps, ils ont fait encore un autre run. L'écart, à un moment donné, est monté même presque à plus 30, à 28. Donc, troisième quart-temps, par contre, Dallas est bien rentré dans son match le troisième quart-temps. Ils ont bien défendu, ils ont mis une bonne intensité défensive. Exact. Porzingis n'a pas bien existé parce qu'ils l'ont collé. Parce que Porzingis, il aime pas, quoi qu'on dise, il n'aime pas trop quand tu mets une pression défensive trop intense sur lui. Et ils ont fait un run de 22-9. Ils sont revenus à moins 8.
Sauf que derrière, je ne sais pas si tu te rappelles, Kyrie a fait un marché, Lively a fait un marché. Ils ont fait des pertes. Voilà, ils ont fait deux tirs. Quelques mauvais choix. Voilà, quelques mauvais choix, surtout avec des marchés. Et derrière, Boston a sanctionné avec un 14-0. Il y a eu plus 21 ou 22. Et là, bon, les carrés. Ça en était fini. Voilà, ça en était fini. On parle de Kyrie. Kyrie, je vais te donner les stats de Kyrie. Kyrie Irving, ses stats, c'est 12 points, 3 rebonds, 2 assists, mais 6 sur 19 au shoot. Et donc, il a shooté à 31,7% au field goal et 0 sur 5 à 3 points. Et il a eu des 3 points qui étaient ouverts. On en a parlé tout à l'heure avant de faire le débrief là. Et tu me disais qu'il a eu 3 ou 4 3 points ouverts. Que penses-tu du match de Kyrie? Est-ce qu'il a un peu subi la pression du TD Garden, le passif qu'il a eu avec les fans de Boston? Est-ce que c'est ça qui a posé ou bien c'est juste un no match? Ou bien c'est la défense de Boston qui l'a bien... Non, je pense que c'est plus un match... Ce n'est pas tout à fait un non-match. Parce que sur les quelques tirs qu'il met, c'était des tirs où Dallas était dominé. Et c'est des shoots à la Kyrie. C'est des shoots un peu venus d'ailleurs. C'est des shoots difficiles qu'il met au moment où Dallas en avait besoin. Sauf que sur tout le match, il n'a pas été régulier, mais il a subi la défense comme les autres, hein, la défense et les aides que lui a imposé Boston. Donc, c'est ça. Parce que prendre 19 shoots pour Kyrie, c'est normal, c'est l'une des stars de l'équipe. 19 shoots sur tout le match. Je peux dire que c'est un quota tout à fait acceptable pour un joueur de sa trempe. Sauf que l'adresse n'est pas là. L'adresse n'est pas au rendez-vous. Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il a eu 4 shoots ouverts à 3 points à des moments où Dallas était vraiment à la peine et il ne les a pas mis. Donc, c'est globalement Dallas qui n'a pas été très, très adorable. Doncic s'en sort un peu parce que bon, lui, il est capable de mettre longue distance, etc. Malgré avec la défense. Mais tout le reste, que ce soit Kyrie et les autres, ils n'ont pas été à la fête, quoi. Voilà, Boston les a muselés. Et Kyrie, bon, moi j'ai vu des actions où Kyrie on dit c'est le meilleur, il a le meilleur handle all time, c'est le meilleur dribbleur de tous les temps. Je l'ai vu quand même à un moment donné se dribbler. Faire des marchés. Non, se dribbler la balle sur le pied là, tout ça, je l'ai vu faire ça une ou deux fois, hein, tomber, se relever, il a un peu galéré. Et Drew là, c'est un petit bandit, hein. Avant le match, on lui a demandé qu'est-ce que tu penses, comment ta défense sur Kyrie va se passer. Il a dit non, moi je vais prier quoi, je vais prier juste et voir ce que Dieu va faire. Mais je trouve qu'il a très bien défendu. Et donc une stat, Dallas a fait 0, je sais pas, a mis aucun shoot à 0 degré. Et on sait tous que ça, c'est la force de Dallas. Durant tout leur parcours. Que ce soit au premier tour, au deuxième tour, comme au deuxième tour. De conférence. P.J. Washington, Derek Jones Jr., ils ont tout le temps sanctionné à 3 points. Voilà. Surtout à 0 degré. Là, on a vu que là, non seulement ils n'ont pas sanctionné à 0 degré, ils n'ont pas eu de tir parce que Boston a bouché ces spots-là. Mais on a vu que aussi que la stratégie de Boston, c'était de laisser Doncic faire son match, faire son one-on-one. Allez, tue-nous si tu peux. Mais les autres, ils ne vont pas nous tuer. Toi, fais ce que tu peux, mais les autres ne vont pas nous tuer. Et on a vu que ça a marché. Et en plus, contrairement à Minnesota, où Doncic était souvent trappé, souvent pris à deux, moi j'ai vu que face à Boston, comme tout le monde peut switcher, mais on la laisse, Boston a défendu one-on-one. Penses-tu que c'est une stratégie viable à long terme durant toute la série, ou bien c'est juste que Doncic a été pris par surprise et il n'a pas su s'adapter? Qu'en penses-tu de cette tactique de défense? Il faut donner du crédit à la défense de Boston. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le descriptif que tu viens de faire. C'est-à-dire que Doncic n'a pas changé sa façon de jouer. Il est venu, il fait fixation, dribble, il essaye de mettre derrière lui, de mettre en boîte le défenseur, et après, soit
d'aller au panier, de provoquer la faute ou de trouver une passe, souvent à 0 degré ou de faire un alley-oop avec le grand. Sauf que ces deuxièmes options, Boston ne les lui a pas permis. Les deuxièmes options, c'est quoi Ça veut dire à chaque fois qu'il dribble, qu'il réussit à mettre derrière son dos, dans son dos, le défenseur, il a soit ce qui suit, c'est alley-oop pour le grand, ou bien passe à l'aile, gauche ou droite, 0 degré, souvent Derek Jones Jr., Kyrie ou P.J. Washington. Mais même dès qu'il met le défenseur derrière lui, le défenseur continue à le coller et continue à le suivre en drive vers le cercle. Et le grand qui est dans le cercle, il recule pour coller la possibilité d'alley-oop, pour empêcher la possibilité d'alley-oop, et il colle au grand de Dallas, que ce soit Gafford ou Lively, il le colle pour empêcher la possibilité d'alley-oop. Ce qui fait que il a tout le temps un temps d'arrêt et où il ne sait pas quoi faire et où il finit par ressortir le ballon au deuxième arrière, ou bien prendre un shoot casse-clou, ou bien des fois il le met, des fois il ne le met pas. Et donc, il a un peu galéré sur ça. Alors que cette option avait beaucoup marché lors du deuxième tour, quand ils ont joué et lors des finales de conférence contre Minnesota, ça avait beaucoup marché. Je me rappelle. Voilà, il les a fatigués avec ça. Ils n'ont jamais vraiment trouvé la solution, sauf au Game 3, je pense. Au Game 3, Game 4, où ils sont un peu revenus. Mais à part ça, ils sont vraiment jamais, ils n'ont jamais vraiment trouvé la clé de ça. Et Boston a empêché cela. Et c'est ce dont on n'a pas parlé, mais il y a eu, sur les premières minutes du match, une très très bonne défense de Brown sur Doncic. Il l'a obligé à courir, il l'a obligé à beaucoup réfléchir, à essayer de trouver des solutions, même si les rares fois où il a pu trouver des passes, les joueurs de Dallas n'ont pas été adroits. Et non, je suis totalement d'accord avec toi. L'option de Mazzulla. Non, Brown, vraiment, respect. Il a bien défendu sur lui. Le challenge défensif, vraiment, il l'a pris. Et en plus, moi, ce qui m'a le plus marqué chez Brown défensivement et avec Drew, c'est que contrairement à Minnesota, qui n'arrivait pas à rentrer dans les écrans, eux, ils arrivent à le faire relativement facilement. Et donc, du coup, ça change beaucoup de choses. Que penses-tu du match de Tatum? Au niveau des stats, je vais te donner les stats de Tatum. Donc, Tatum a fini le match avec 16 points, 11 rebonds, 5 passes, mais 6 tirs. Donc, 6 sur 16 au shoot, 37% au shoot. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il a bien organisé le jeu. Voilà, on en avait parlé. Donc, j'aimerais bien que tu me dises, toi, et que tu dises à ceux qui nous écoutent, ce que tu as pensé du match de Jason Tatum. Un match correct. Il n'a pas cherché à en faire trop. Et on a même retrouvé un Tatum qui était un organisateur. Et je peux même dire, sur la deuxième mi-temps, sur l'essentiel de la deuxième mi-temps, et même sur une partie du deuxième quart-temps, Tatum était presque le meneur. Quand il a mené la balle, si Drew était dans le terrain ou White, il se décalait et c'est lui qui a mené la balle, qui faisait les premières fixations, qui obligeait la défense à faire les premières rotations et les premiers choix. Et ce qui fait que les premiers décalages se faisaient. C'est-à-dire, soit il vient en fixation, souvent, si Dallas est en match-up zone ou bien en zone plate, ce qui fait qu'il a tout le temps eu un premier défenseur, un petit. Soit et souvent c'était Kyrie qui venait essayer de le gêner. Et quand il fait deux dribbles, souvent l'aide venait d'un côté et il y avait une première possibilité de passe. Et même sur ses drives, tout le temps, il fait deux pas, il trouve tout de suite la bonne solution. Et il aurait pu avoir un peu plus de passes décisives si Boston avait été, ses coéquipiers avaient été plus adroits. Je trouve qu'il a fait un match correct, surtout dans les choix et dans la fixation. C'est-à-dire sur les premiers dribbles qui empêchent à la défense de zone, voilà, de bien réagir. Donc en gros, il a cassé il casse les premières barrières. C'est lui qui casse la zone et qui oblige la défense à se calquer, à réagir et
et les failles voilà, sont trouvées. Voilà. Donc, du coup, je vais donner aussi quelques stats. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire des finales NBA, ou bien même des playoffs, je ne suis pas trop sûr, qu'il y ait 7 joueurs qui marquent... D'une seule équipe. Ouais, d'une seule équipe qui marque au moins 2-3 points. Donc, Boston, là, ils ont tous marqué au moins 2-3 points, que ça soit le 5 majeur, plus Porzingis et... c'est qui le 7e? Non, Hauser. Hauser. Ouais, c'est Hauser. Donc, ça, c'est une stat. Et maintenant, on va essayer de parler de... Je vais te demander, il faut que je te demande, parce que les gens, ils aiment bien avoir des héros partout. Hein. Donc, qui a été le meilleur joueur du match? Le meilleur du match, c'est clairement Brown. C'est Brown. Hein? Donc, tu mets Brown au-dessus de Porzingis? Oui, parce que Porzingis, il fait son chantier pour les installer dans le match. Mais sur la continuité et sur les minutes du jeu, aussi bien en dissuasion qu'en attaque, Brown a été consistant. Parce que 3 contre 1 pour Brown. Peu de joueurs ont pu freiner quelque peu Doncic. Et si je mets ça à côté du fait qu'il a même contré à un moment donné des grands, je pense qu'il a contré Kyrie, il a 3 ou 4 comptes dans le match. Hein. 3 oui, il a contré aussi Derek Jones Jr. Il faut le faire. Ouais. Quelqu'un qui a un très bon jump. Donc, que ce soit dans la dissuasion, dans le fait de rentrer dans les écrans, de les contester, de continuer à courir et de ne pas laisser une autre option aux porteurs de ballon. Si je mets tout ça et sur toutes les minutes jouées, il a été le plus consistant. Non, en plus, il a été le plus constant. Et même le dunk qu'il claque. Comment, man? Le dunk là, le petit cross sur Kyrie, il fait un maxi drive. Pour finir au cercle. Il monte, il changement de direction. Oh là, ça c'est beau. Non, et puis sur le poster, il y a 3 joueurs de Dallas qui défendent. Sur le poster. Non, c'est magnifique. 3 joueurs, il fait du rentre dedans et puis il finit au cercle. Et Brown, et je trouve que dans... bon, on va en revenir. Non, on va continuer de parler de Brown. Je trouve que dans ces playoffs-là, offensivement, au niveau pourcentage, je trouve que quand même il est un peu meilleur que Tatum. Et même il est bien meilleur que sur les finales passées. Ouais, il fait moins de pertes de balles. Ouais. Il fait de meilleurs choix de tir. Et il est un peu plus adroit. Maintenant, par contre, il y a des axes d'amélioration. Hein, ce sont toujours les lancers francs. Exactement. Parce que je trouve il a raté quelques lancers francs. Ils ont tous raté, mais lui surtout, qui en a eu beaucoup, il en a lancé quelques-uns en route. Et Brown, quand il rate des lancers francs, en fait, les gens ils font tout le temps un zoom sur cet aspect de son jeu parce que il y a des matchs serrés où il a raté des lancers francs et que Boston a perdu. On va venir sur les axes d'amélioration. Sur la perspective aussi, peut-être. Ouais. Par rapport au match à venir. Au game 2. Voilà, bon, c'est de ça dont je parlais. Hein. Okay. Axe d'amélioration, donc forcément, je pense. Maintenant, quels sont les axes d'amélioration de Dallas? On va parler de Dallas principalement parce que c'est Dallas qui a perdu le match. Oui. Déjà, l'adresse. Il faut qu'ils retrouvent de l'adresse s'ils veulent exister. Parce que le deuxième match, ce sera toujours au TD Garden. Boston ne va pas considérer que puisqu'ils ont eu un match relativement facile parce qu'ils ont fait une bonne entrée en matière, que le deuxième match, ça se passera comme ça. Ils seront consistants, ils viendront avec le couteau entre les dents. Ils voudront prendre les 2 victoires à la maison. Si Dallas veut exister, Dallas devra retrouver de l'adresse. Ils ne pourront pas survivre sans adresse. Ensuite, il faudra que sur les minutes de possession de Dallas, que Doncic continue à associer et à donner de la confiance à ses autres coéquipiers. Je ne parle même pas de Kyrie, mais je parle surtout, il faut qu'ils trouvent quelques alley-oop. Ils n'ont pas eu d'alley-oop. Et les 2 grands, ils ne fonctionnent que sur alley-oop. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre la balle et faire des one-on-one. Ils n'ont pas de jeu de haut panier. Ils n'ont pas de handle. Donc, il faut qu'ils les mettent en confiance en réussissant à casser la défense et à leur permettre d'avoir soit des fautes ou bien des paniers dans la raquette. Parce qu'ils n'ont pas été à la fête. Ils n'ont pas été beaucoup à la fête, les 2 grands. Et donc, moi, je trouve que si on continue à enlever l'apport des 2 grands de Dallas, que ce soit Gafford ou Lively, c'est tout bénéfice pour Boston. Il faut qu'on arrive à les associer, qu'ils mettent
une dizaine de points, ou bien qu'ils prennent des rebonds offensifs aussi, qu'ils arrivent à prendre des rebonds offensifs. Bon, après quoi qu'on dise quand même, Dallas s'est rattrapé au niveau des rebonds offensifs en deuxième quart-temps. Okay. En deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils ont été carrément bouffés. Maintenant, mais par contre, la stat de la soirée, on n'en a pas parlé, mais c'est Doncic qui termine le match avec un assistant, avec une passe. C'est la première fois de sa carrière que ça arrive. Ça, c'est anormal, hein? Oui. Voilà. Et une partie peut lui être imputée, mais globalement, c'est parce que aussi l'équipe n'a pas été très adroite. Parce qu'il a même comme sorti quelques passes, mais ils n'ont pas sanctionné, donc ça ne s'est pas terminé par des passes. Mais il faudrait qu'on parle de Kyrie, parce que Kyrie, quand même, c'est lui c'est la lui le option. super lieutenant de luxe. Il n'a pas le droit de terminer le match avec 12 points. Oui, surtout à 31% au shoot. Oui, mais ça, on en a déjà parlé. C'est Boston qui réussit à l'atteindre. Et comme on l'avait déjà dit lors du preview, que Kyrie a toujours eu des problèmes contre Boston depuis qu'il a quitté Boston. 11 défaites de suite. Voilà, il n'a jamais s'est essuyé le pied sur le logo de Boston. Il n'a jamais gagné. Il n'a jamais remporté un game contre Boston. Et là, ça fait quoi? Ça fait que ça mène à 12 matchs qu'il ne gagne pas contre Boston. 11e match qu'il ne gagne pas, qu'il perd contre Boston. Donc, moi, je veux retrouver, puisqu'on est dans les perspectives, je veux retrouver un Kyrie un peu plus saignant, un peu plus revanchard, un peu plus percutant. Ne serait-ce que pour aller provoquer des fautes, des fautes. Parce que si Boston a eu un match tranquille, c'est parce que aussi les joueurs cadres de Boston n'ont pas eu de full trouble. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de non, même au-delà de ça, Luka, il n'est pas allé très souvent sur la ligne des lancers francs et Kyrie aussi. Exactement, parce qu'ils n'ont pas été très percutants. Donc, moi, je pense qu'ils doivent être un peu plus agressifs et aller chercher les Bostoniens. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, après, moi, je trouve que Dallas doit s'améliorer, comme tu as dit, les perspectives, tout ça. Mais quoi qu'on dise, mais Boston n'a pas bien shooté. Hein. Boston a shooté, quoi qu'on dise, à 47% au field goal, Dallas 41%. Et même à 3 points, ils sont à 38%. Mais ce n'est pas non plus fameux, hein. C'est sur 42. Oui, non, Boston n'a pas de fameux longue distance. Ouais. Pour toutes les deux équipes. Sauf que Boston a mis des shoots clutch. Et à mi-distance, globalement 47%, pour moi, c'est correct. Parce que on s'approche quand même de 50. Mais c'est surtout le fait que Boston a bien défendu. Même si Boston n'a pas été... Parce qu'il n'y a aucun joueur de Boston qui termine à 25 points. Il n'y a que Luka qui a terminé à 30. Non, j'ai dit Boston. Il n'y a aucun joueur de Boston qui termine à 25 points. C'est-à-dire que le scoring a été bien réparti. Ouais. Le 5 majeur, tous les gens ont eu au moins 10 points. D'abord, ils ont joué en équipe, que ce soit en défense comme en attaque, ils ont joué en équipe. Et tout le monde a mis la main à la pâte. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont été, voilà, ils ont fait le métier, ils ont fait le taf. Tout le monde s'est donné, quoi. Donc c'est ça qui permet à Boston, voilà, de se faciliter le game. Maintenant, faudrait qu'on rassure aussi les fans de Dallas. C'est le game 1, la logique a été respectée. Boston, quoi qu'on dise, Boston ils ont à la maison. Moi, je pense que Boston, avant le match, ils se sont dit ouais, les médias ne nous ont pas respectés, la planète basket ne nous ont pas respectés, ouais, ils nous disent qu'on a eu un parcours facile, ils n'ont pas respecté la saison régulière au standing qu'on a fait, qu'on a dominé tout le monde. Là, je pense qu'ils sont venus, ils ont dit on va marquer le match là, on va montrer aux gens que nous ne sommes pas une petite équipe, que tout le tralala qui se dit là, mais c'est pas fondé. Maintenant, il faudrait qu'on rassure les fans de Dallas. Ils ont perdu le Game 1. N'oublions pas qu'au premier tour, ils ont perdu de plus de 20 points contre les Clippers. Après, les joueurs sont ressaisis. Ouais, sont ressaisis. On peut dire même que le trio là, Kidd, Doncic, Kyrie, sont des personnes un peu revanchardes. Eux, comment on dit ça encore là, j'ai oublié le terme, mais c'est quand ils perdent après qu'ils jouent mieux, qu'ils font mieux. Et à OKC, le premier game aussi, ils avaient perdu dans les grandes largeurs, après ils sont revenus. Bon, c'est le game 1. Il n'y a rien de grave, non, pour les fans de Dallas, ou bien tu trouves que le match qu'ils ont perdu, que ça annonce pas quelque chose de bien dans le futur? Ce qui a été le plus surprenant, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'entrée en matière de Boston qui a surpris tout le monde. C'est-à-dire que aucun bookmaker, aucun spécialiste n'aurait parié sur une entrée en fanfare de Boston comme on l'a vécu hier. C'est-à-dire que Porzingis qui vient sur sa rentrée dans le premier quart-temps, qui vient faire son chantier, Brown qui est saignant dès le début du match, qui est percutant, qui va finir au cercle, Al Horford
qui apporte, avec tout son apport, rebond défensif, Expérience. voilà, expérience et tout, éducation. C'est-à-dire, Boston a eu une entrée en matière en fanfare. Et Dallas a eu du mal avec ça. C'est-à-dire, ils ne savaient pas s'il fallait tout de suite prendre, parce qu'ils ont pris deux temps morts rapides. Mais après, l'hémorragie ne s'est pas stoppée. Et donc, ils ne savaient pas comment gérer cela, ne serait-ce qu'au point de vue tempo. Parce que quand tu es mené dès le départ du match, tu commences à douter et ça a des incidences sur tes options en attaque. Tu ne sais pas est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut continuer à attaquer demi-terrain, à réfléchir, à prendre son temps, à attaquer au-delà des 20 secondes, ou bien est-ce qu'il faut prendre des tirs, essayer d'exister, de marquer quelques points. Là, ça commence à faire long là. Nous, en tant qu'aficionados de la balle orange là, on espère que pour le game 2 là, ce sera un match disputé et serré et qu'on aura un money time. Moi, je pense que s'il y a un crunch time, je pense que Dallas est plus à même de gagner. Et toi, qu'en penses-tu? S'il y a un money time là, Luka, Kyrie, et là-bas, mais là-bas aussi, il y a le White là. On n'a pas parlé le White, hein, mais on va en parler une prochaine fois. Une prochaine fois. Même l'apport de Drew ouais, aussi. même le Drew aussi, on n'en a pas trop sur parlé. Ces quelques minutes, il a été mais j'ai vu Drew poster. C'est Gafford qui l'a posté. Exact. Drew, c'est un malade. Il est costaud, hein. Ouais. Mais bon, donc voici globalement nos impressions. Voilà, nos impressions avec le grand Didier, tout ça. Et vous n'hésitez pas à commenter et à nous donner aussi vos impressions. Comme on a l'habitude de le dire, c'est que nos avis personnels. Des fois, peut-être, on a des œillères ou bien le fait qu'on soit fan d'un joueur ou d'un autre fait que peut-être que notre analyse est peut-être un peu biaisée. Mais on est là pour partager. N'hésitez pas à donner votre avis. Bon, un dernier mot, Didier. Donc, le Game 2, c'est dimanche soir. Game 2 dimanche soir, ouais. Bon... On attend une réaction de Boston pour ne pas avoir un 2-0 en quittant Boston. Une bonne réaction de Dallas. Voilà, donc c'est ça. Et puis même s'il y a 2-0 à Dallas, pour moi, rien ne sera... 2-0 pour Boston, rien ne sera gagné. Voilà, rien ne sera fait, rien ne sera déjà joué parce que Dallas peut tout à fait revenir. Donc... vous aussi, donnez vos commentaires et puis laissez-nous, donner vos impressions et puis les clés ce que vous pensez être les clés d'un Game 2. Voilà. Ok, allez la famille, donc big up et bonne soirée et bonne journée selon là où vous trouvez sur le globe terrestre. Hein? Allez, ciao. À dimanche.